Il existe un monde si dangereux, si hostile, que nul ne s'est aventuré à sa découverte. Il n'est ni dans l'espace, ni sur Terre, mais à l'intérieur même de notre planète. Nous sommes convaincus de marcher sur une surface solide. Mais en plongeant à l'intérieur de la Terre, nous allons découvrir un autre monde. Il est peuplé de créatures étranges. Nous assisterons à la création de l'or. Nous ressentirons la fournaise au cœur des volcans. Nous découvrirons des diamants à des centaines de kilomètres de profondeur et des tornades de fer à l'état liquide. Puis, à plus de 6000 kilomètres de la surface, nous irons au plus profond de la Terre. Notre planète pourrait exploser. Une puissance cataclysmique emprisonnée sous la surface peut se déchaîner à tout instant. Notre pire ennemi se cacherait donc sous nos pieds. Mais c'est aussi notre allié le plus précieux, puisque nous avons bâti nos civilisations grâce aux matières premières puisées dans le sous-sol. L'histoire de la planète est intimement liée à la nôtre. Cette mine de charbon du centre des États-Unis va nous servir de porte d'entrée. Moins 15 mètres. Moins 45 mètres. Moins 70 mètres sous les champs de maïs de l'Illinois. La lumière, la vie, la nature, tout ceci est déjà loin derrière nous. Devant, les ténèbres, le danger, l'inconnu. Cette mine de charbon n'a rien d'ordinaire. Des plantes fossilisées décorent son plafond. Jadis, c'était une forêt luxuriante. Aujourd'hui, c'est de la pierre enfouie sous la surface. Pour comprendre comment c'est arrivé, il nous faut remonter dans le temps. Il y a 300 millions d'années, cet endroit était une jungle dense et humide. Des arbres gigantesques s'élevaient à 30 mètres de haut. Puis un séisme a abaissé le niveau du sol. Il a transformé la forêt en lac. La boue a englouti les arbres, les piégeant comme des mouches dans l'ambre. Au fil de plusieurs millions d'années, la boue s'est pétrifiée.
La pierre a aplati le feuillage comme entre les pages d'un livre et en a chassé l'eau et l'hydrogène. La chaleur, émise par le noyau et par la décomposition, a calciné la végétation. Si bien qu'il n'est plus resté que du carbone. En quelques centaines de millions d'années, la pression et la chaleur ont transformé la forêt préhistorique en fossiles géants, tout en charbon. Et elle est enfouie à 70 mètres. Des milliers de kilomètres et des milliards de tonnes de roches nous attendent. Pour atteindre le noyau, nous allons traverser la croûte terrestre. Cette épaisseur de roches compactes qui enrobe notre planète. D'une épaisseur de 5 à 70 km, cette croûte est uniformément solide, ou presque. À 240 mètres sous le désert du Nouveau-Mexique, nous débouchons dans une galerie naturelle. Nous ne sommes pas seuls. Des chauves-souris, par centaines de milliers. Et ce n'est pas tout. Des bestioles albinos fantomatiques, hôtes permanents de l'obscurité. En l'absence de lumière pour voir ou être vues, elles sont dépourvues d'yeux. En l'absence de soleil, elles n'ont nul besoin de camouflage. Ces espèces n'existent peut-être que dans cette grotte. Nous sommes des envahisseurs dans ce monde presque extraterrestre. Il est encore temps de faire demi-tour, mais non loin, une salle nous attire. Elle est tellement immense qu'un porte-avions y tiendrait facilement. Nous sommes dans les grottes de Carlsbad, au Nouveau-Mexique. Haute de près de 25 étages, la cavité mesure plus de 500 mètres de large.
Nous pourrions nous croire très loin de la Terre s'il n'y avait ce fossile incrusté dans la paroi. Ce mollusque est la preuve que ces grottes, enfouies à des centaines de kilomètres de la mer, faisaient autrefois partie d'un océan. Nous voici revenus 280 millions d'années en arrière, à l'endroit où se trouvent aujourd'hui les grottes de Carlsbad. Ce nautile, notre futur fossile, vivait alors dans les eaux chaudes d'un océan tropical. Comme d'innombrables autres organismes, il a fini par périr. Au bout de plusieurs millions d'années, son squelette s'est rempli de boue et sa coquille s'est transformée en calcaire. Le nautile est devenu un fossile parmi beaucoup d'autres. Ils ont constitué une couche de calcaire de plus de 600 mètres d'épaisseur et de plusieurs centaines de kilomètres de long. L'océan qui la recouvrait s'est retiré, puis s'est évaporé. Et le nautile s'est retrouvé enseveli. L'eau de pluie s'est infiltrée depuis la surface. Elle s'est mélangée à l'eau salée d'une nappe souterraine riche en sulfure d'hydrogène. Devenue acide sous l'effet de ce gaz, elle a rongé le calcaire. Elle a creusé un réseau de galeries et de cavernes immenses. Dans la grotte, l'eau s'est évaporée, abandonnant de minuscules cristaux de calcite. Et depuis, goutte après goutte, la calcite s'accumule. Elle descend de la voûte en créant des stalactites et monte du sol en érigeant des stalagmites. Nous sommes à 300 mètres de profondeur dans l'écorce terrestre, dans le sud de la Californie. La roche a été concassée et nous sommes cernés par des débris. Mais il suffit de les dégager pour comprendre ce qui s'est passé. Nous sommes à la jonction de deux des énormes plaques lithosphériques qui composent la croûte terrestre. Cette frontière s'étire sur des centaines de kilomètres. C'est la faille de San Andreas. L'endroit paraît calme, mais ce n'est qu'une impression.
Il suffit d'accélérer le temps pour voir qu'il n'en est rien. Mus par la chaleur qui s'échappe du tréfonds de la planète, les plaques qui forment l'écorce bougent lentement, mais sans discontinuer. À gauche, la plaque nord-américaine progresse vers le sud-est à raison d'environ 2,5 cm par an. À droite, la plaque pacifique avance vers le nord-ouest à la même vitesse. Mais cela ne se fait pas sans à-coups. Les plaques s'accrochent en se déplaçant le long de la faille. En ralentissant le temps, nous voyons les aspérités buter les unes sur les autres. Incapable de bouger pendant plusieurs siècles, la roche se déforme. La pression s'accumule. Quelque chose doit céder. Un séisme. Des ondes d'énergie se propagent vers la surface, à travers des centaines de kilomètres de roches solides, à une vitesse atteignant jusqu'à 12 800 km/h. La Californie du Sud, dévastée, au ralenti. Chaque séisme nous rappelle que des forces phénoménales se cachent sous nos pieds. Mais replongeons dans la croûte terrestre. Moins 60 mètres. Moins 180 mètres. Moins 275 mètres. Nous pourrions nous croire sur une autre planète. Pourtant, nous sommes juste sous la surface de notre Terre. Dans une grotte remplie de cristaux géants qui se situe à 300 mètres sous le désert du Chihuahua, au Mexique. Il y a 20 millions d'années, la grotte est inondée. Il y fait chaud, au moins 500 degrés, en raison de la remontée depuis les profondeurs de la Terre d'une roche brûlante à l'état liquide. Le temps passant, cette roche se refroidit, et la température de l'eau diminue pour arriver il y a quelques 250 000 ans aux environs de 58 degrés. Les conditions idéales pour provoquer une certaine réaction chimique. Des particules de gypse dissoutes dans l'eau s'agglomèrent pour créer une forêt cristalline. En surface, nos ancêtres s'aventurent pour la première fois hors du continent africain. Les ères glaciaires se succèdent.
Des civilisations naissent et disparaissent, et pendant tout ce temps, les cristaux ne cessent de se développer. Approximativement 250 000 ans plus tard, des mineurs à la recherche d'un filon d'argent purgent la grotte de son eau et pénètrent dans une des plus grandes merveilles du monde. Moins 365 mètres. Moins 460 mètres sous la croûte terrestre. Les couches de roches se multiplient, chacune ayant quelque chose à raconter. Du marbre, constitué d'animaux marins archaïques chauffés, comprimés, puis chauffés à nouveau. Ces strates, qui sont autant de pages de l'histoire de notre planète, se composent de poussière, de boue, de végétaux et d'animaux qui se sont sédimentés au cours de plusieurs millions d'années. Du grès, les vestiges compactés d'un désert oublié depuis longtemps. Balayés à travers la planète selon les caprices du vent et de l'eau, les dépôts se sont empilés, chaque couche masquant et comprimant celle de dessous jusqu'à ce qu'elle se transforme en roche. Du basalte, issu d'un volcan imposant érodé par les éléments. Cette couche se distingue des autres. Plus mince, elle semble ne devoir jamais finir et contient un élément baptisé iridium. On le trouve en abondance dans l'espace, mais il est rare sur notre planète. À plus de 600 mètres de profondeur, de la roche extraterrestre, en dessous de Denver, dans le Colorado, nous tombons sur une strate de roche venue de l'espace. À une certaine époque, elle se trouvait en surface, preuve que de la poussière cosmique recouvrait l'emplacement où se trouve la ville. On dirait de la science-fiction. Pourtant, la réalité est encore plus étrange. Un astéroïde, plus grand qu'une ville. Il y a 65 millions d'années, il se précipite vers la Terre, royaume des dinosaures, sur lequel règne le tyrannosaure. Lourd comme un éléphant, il a une mâchoire d'1 mètre de long qui lui permet de broyer n'importe quel os. Nul animal ne peut renverser le roi des reptiles. Mais à 2400 km au sud, la catastrophe est imminente. L'astéroïde s'écrase au large de la côte du Yucatan, au Mexique. Le choc dégage l'énergie de 100 millions de bombes atomiques. Au point d'impact, la température atteint 20 000 degrés. La fournaise vaporise l'astéroïde, la croûte terrestre
et toutes les formes de vie dans un rayon de 500 km. L'impact fait s'envoler un nuage de poussière gigantesque. Incapable d'échapper à la gravitation de la Terre, le nuage étouffe toute la planète. La catastrophe devient mondiale. Sur le continent nord-américain, le jour cède la place à une nuit de plusieurs mois. Privées de la lumière du soleil, les plantes dépérissent, suivies par les herbivores, puis par les carnivores. C'est ainsi que disparaissent les dinosaures. Il y a 65 millions d'années, ce mince linceul rocheux, enfoui aujourd'hui à 550 mètres de profondeur, a anéanti les dinosaures, ainsi que plus de 75% des formes de vie. Ce voyage vers le noyau est aussi une visite du passé de la Terre. Une tranche de roche rouge pleine de rouille. Comment des millions de tonnes de rouille ont-elles pu se retrouver 600 mètres sous le Michigan en Amérique du Nord? Il y a 3,5 milliards d'années, une mer peu profonde recouvrait cette région. Elle accueillait une des formes de vie les plus primitives de notre planète. Des colonies de bactéries appelées stromatolithes. Presque comme par magie, elles transformaient la lumière du soleil en aliment. Une opération qui dégageait également un gaz, de l'oxygène. C'est lui qui a métamorphosé la vie, qui a rendu l'atmosphère respirable. Et c'est encore lui qui a transformé le fer dissous dans l'eau en rouille. Cette dernière est tombée au fond de l'océan, donnant naissance à une roche riche en fer, et aujourd'hui nous extrayons ce minerai pour fabriquer des voitures, des avions, des ponts, des immeubles. Cette strate est une des clés de voûte de notre civilisation. À environ 2 km de profondeur, nous débouchons dans un puits de mine en activité.
Il nous mène à 3900 mètres sous la surface, en Afrique du Sud, dans la mine la plus profonde du monde. Nul n'est jamais descendu plus bas. Nous sommes aux confins de l'exploration humaine. La chaleur nous empêche de progresser. La température de la paroi est d'au moins 60 degrés, suffisamment pour nous calciner la peau des doigts. Les 4 kilomètres de roche au-dessus de notre tête menacent à tout instant de s'effondrer sous leur poids. Mais quel spectacle! La roche paraît banale, pourtant elle recèle quelque chose de spectaculaire. Il y a 2,8 milliards d'années, de l'eau chaude, prisonnière du sous-sol depuis la formation de notre planète, fissure la roche. Elle libère des particules minérales microscopiques qui provoquent la formation d'un filon de quartz contenant de l'or. Un vrai rêve d'alchimiste. Le métal jaune fascine l'humanité depuis la nuit des temps. Il ne se ternit pas, il ne se décolore pas, il ne s'effrite pas. Et il est particulièrement malléable. Une once peut être laminée pour donner une feuille de 90 mètres carrés. Et en prime, il est d'une beauté exceptionnelle. Tout l'or du monde, y compris celui de nos bijoux, est apparu il y a plusieurs milliards d'années, bien loin de la Terre, lors de l'explosion d'une étoile. Dans une supernova, une déflagration d'une telle intensité qu'elle a fusionné quelques atomes, les transformant en or. Ces particules microscopiques, expulsées à travers l'espace au milieu de cailloux et de poussière, sont entrées dans la composition de notre planète. Et c'est cette poussière aurifère que nous récupérons à près de 4 km sous la surface. L'essentiel du métal jaune est disséminé dans la pierre. Il faut en extraire 1 tonne pour en tirer une quantité d'or à peine aussi grosse qu'un morceau de sucre. Ce n'est pas la seule chose qui se cache dans ces crevasses. Des organismes minuscules et mystérieux, des microbes, y résident aussi. C'est un des endroits les plus profonds de l'écorce où l'on peut observer une forme de vie. En l'absence de soleil, d'oxygène et de substances nutritives, ils mangent des cailloux. Et ils ne sont pas seuls. Ces monstres sont des vers, surnommés Méphisto. On vient de les découvrir, et aucun être vivant ne vit plus en profondeur dans le sous-sol.
Ces vers appartiennent à un groupe jusqu'alors inconnu d'organismes plus grands et plus complexes que ceux que nous avions imaginé trouver ici. Près de la moitié des êtres vivants se trouveraient dans la croûte terrestre. Moins 3900 mètres. L'écorce a des allures de caverne d'Ali Baba remplies de trésors et de surprises. Au fil de centaines de milliers d'années, des particules minérales minuscules ont formé des grappes. Puis quelque chose d'extraordinaire est advenu. À l'issue d'un processus anarchique, l'ordre s'est imposé. Un atome de silicium s'est associé à 4 atomes d'oxygène. Et le processus a continué pour constituer la structure complexe d'un prisme à 6 côtés. Le résultat? Du quartz, un des minéraux les plus communs de la planète. Du sable des plages aux verres de fenêtres, en passant par les circuits des téléphones portables, il est omniprésent. Des impuretés, en l'occurrence du fer, ont donné à celui-ci sa couleur violette. C'est de l'améthyste. Et voici des saphirs, des rubis et des émeraudes. Il a fallu des millions d'années pour que le vent, la pluie et la tectonique des plaques les fassent apparaître. Notre voyage se poursuit. Nous sommes à 4 km sous le fond du golfe du Mexique. Une couche de roches de plusieurs centaines de kilomètres de large et de plus de 1500 mètres d'épaisseur nous entoure. C'est du sel. Des milliards de tonnes de sel. Enfermée sous le sel, à 5500 mètres de profondeur, une strate de grès poreux gorgée d'un liquide noir et visqueux. Nous avons découvert du pétrole. Plus encore que le charbon, les gemmes ou l'or, c'est un des dons les plus précieux que le monde souterrain nous ait fait. Le pétrole est la substance tirée du sous-sol la plus présente dans notre quotidien. Et si nous pouvons faire le plein d'essence, c'est grâce à un enchaînement d'événements qui remonte à 155 millions d'années. « 5 millions d'années après sa formation, le Salan, cette immense étendue salée, est submergé par une mer préhistorique où vivent des milliards de plantes microscopiques et de bactéries formant le plancton.
Une fois mort, le plancton forme une couche épaisse de limon organique sur le fond de l'océan. Petit à petit, la boue, la vase et le sable la recouvrent, l'écrasant et la chauffant pour faire apparaître une roche riche en matières organiques, des schistes argileux de couleur noire. Pendant plusieurs millions d'années, ces schistes continuent de cuire, juste assez pour transformer le plancton en liquide. Ce fluide à forte teneur en hydrogène et en carbone, baptisé hydrocarbure, contient plus d'énergie que toutes les autres substances que nous connaissons. C'est du pétrole brut, une énergie fossile. Comme une éponge, le grès poreux a absorbé le pétrole. Et la couche de sel, tel un couvercle, l'a maintenu prisonnier à l'intérieur du grès, jusqu'à ce que nous trouvions un moyen de l'atteindre à plus de 3500 mètres sous le fond du golfe du Mexique. Tout l'or noir de la planète, de ce gisement pétrolifère à ceux de Sibérie et du Moyen-Orient, est apparu de cette manière. Le pétrole est l'aboutissement d'un processus extraordinaire qui a transformé le plancton préhistorique en carburant. Nous avons parcouru 5,5 km d'un voyage qui en compte 6400 et qui va nous mener au noyau. En traversant la croûte terrestre, nous constatons que son histoire et la nôtre sont indissociables. Pétrole, charbon, fer, sel, or. À l'évidence, nos civilisations doivent beaucoup au monde souterrain. Nous nous enfonçons loin sous le plancher océanique du Pacifique, dans une plaque lithosphérique qui s'étend de la côte ouest du continent américain à l'Australie et à l'Asie. Elle est constituée d'une roche dense et uniforme. Mais il s'y cache un intrus. De la roche liquide et brûlante à 6400 mètres sous le Pacifique. Sous l'effet de la chaleur dégagée par le cœur de la planète, le magma surgit à travers l'écorce et se déverse dans l'océan. Au fur et à mesure que la roche en fusion se refroidit, elle sculpte une immense chaîne de montagnes sous-marines. C'est la croûte terrestre la plus jeune de notre planète. Le lieu de naissance d'une nouvelle partie de la Terre. Ce renouvellement est perpétuel. Mais puisque la Terre ne grossit pas, qu'arrive-t-il à la vieille écorce? Il n'y a qu'un moyen de le savoir, la suivre. Elle glisse vers l'ouest à raison d'une dizaine de centimètres par an. À ce rythme,
il lui faudra 170 millions d'années pour traverser l'océan Pacifique. Appuyons sur Avance rapide. Suivons la plaque pacifique au fur et à mesure qu'elle s'éloigne des Amériques en direction de l'Asie. Là, elle s'enfonce dans une sorte de gouffre. Il doit s'agir de la célèbre fosse des Mariannes, le point le plus bas à la surface de la planète. Nous sommes au bord, à 5000 mètres sous la surface de l'eau, hors de portée des rayons du soleil. Un poisson des abysses. Comme la luciole, il produit sa propre lumière, l'allumant et l'éteignant sans arrêt pour attirer ses proies. Moins 6500 mètres. Moins 8000 mètres. Nous atteignons enfin le plancher océanique. Mais une portion de la fosse descend encore plus loin. Situé à 11 km sous la surface de l'eau, c'est l'endroit le plus bas de notre planète. La fosse Challenger. C'est ici que disparaît la vieille écorce. À 11 km de profondeur, la Terre l'avale, purement et simplement. Notre planète se dévore elle-même. Retournons à l'intérieur. Supposons que le sol sur lequel on marche devienne transparent. Nous verrions de la roche en fusion se frayer un chemin vers la surface. Cette roche en fusion étant moins dense que celle à l'état solide, elle monte, comme la chaleur. Elle monte, encore et encore. L'enfer doit ressembler à cela. Une cavité immense remplie de milliards de litres de roche en fusion. La pression est irrésistible. Elle oblige les gaz et l'eau du magma à monter à toute vitesse, jusqu'à ce qu'il traverse l'écorce pour finalement jaillir d'un volcan. Ce véritable monument géologique, superbe et terrifiant, est l'expression de la puissance phénoménale cachée sous terre. Une puissance capable de faire fondre la roche solide en la chauffant à plus de 1000 degrés. De cracher des bombes volcaniques à des centaines de mètres dans les airs
et de vomir un mur de cendres et de roches chauffé à 800 degrés à une vitesse de 240 km/h. Si nous étions sur leur passage, les cendres s'infiltreraient dans nos poumons, provoquant brûlure et étouffement, et les particules et les gaz toxiques nous arracheraient la peau. Le monde souterrain est capable de rejeter des millions de tonnes de gaz et de roches pulvérisées dans l'atmosphère, de provoquer des pluies acides et de masquer le soleil pendant des mois, voire des années. Un seul volcan est capable d'une telle violence, et il y en a au moins 600 en activité. Les 3/4 d'entre eux se situent dans la ceinture de feu du Pacifique. Il se dresse à l'endroit où la plaque pacifique s'engage sous sa voisine. D'ici, nous voyons que tout est lié. Les plaques lithosphériques, la faille de San Andreas, la dorsale océanique, les séismes, les volcans. Tous ces éléments s'inscrivent dans le cycle de destruction et de renouvellement qui assure la dynamique de notre planète. Mais un groupe de volcans se démarque. À des milliers de kilomètres de la ceinture de feu, au beau milieu de l'océan Pacifique, se dresse l'archipel volcanique d'Hawaï. Il est au centre de la plaque, loin de toutes les fissures qui balafrent la croûte terrestre. Cet archipel ne devrait donc pas exister. Sur la plus grande île que voici se trouve le volcan le plus actif d'Hawaï, le Kilauea. Il est en éruption le long d'un ensemble de rifts et déverse quotidiennement jusqu'à 500 000 mètres cubes de lave, de quoi recouvrir un tronçon d'autoroute de 30 km. En refroidissant, la lave agrandit l'île. Toutes les terres ont peut-être vu le jour de cette façon. Après s'être infiltrée à travers la croûte océanique, la roche en fusion a jailli pour façonner des montagnes, des îles, puis des continents. Mais d'où vient toute cette lave ? Moins 3 km sous Hawaï. Une cavité gigantesque. Assez vaste pour alimenter tous les volcans de l'archipel. Tout autour de nous, du magma remonte à travers l'écorce terrestre, jusqu'à atteindre une couche de roches mystérieuses qui sépare la croûte du noyau. Elle s'appelle le manteau.
Elle est épaisse de 2900 km et représente 84% de la masse de notre planète. Mais personne ne l'a jamais explorée ni même vue. Jusqu'à maintenant. À 16 km sous Hawaï, nous quittons l'écorce pour pénétrer dans le manteau. Nous ne nous attendions pas à cela. Il n'est ni liquide, ni chauffé au rouge. La roche est solide, mais plastique, comme du caramel mou. Même si la température avoisine les 1000 degrés, c'est la pression, de l'ordre de 25 000 fois celle qui règne à la surface de la Terre, qui empêche la roche d'entrer en fusion. Il n'y a pas de strates et peu de points de repère. Donc pour ne pas nous égarer et découvrir le noyau, il nous faut y voir clair. Vue d'en dessous, la croûte terrestre se transforme en monde à l'envers, avec ses sommets, ses dépressions et ses plaines. Un univers parallèle se cache à l'intérieur de notre planète. Un paysage à l'image d'une autre, mais à l'envers et déformé. Il est temps de s'aventurer dans le manteau. Dans l'immensité intangible et inhabitable de notre planète. À 70 km de profondeur, le manteau s'avère d'un calme inquiétant. Malgré tout, la roche bouge d'une douzaine de centimètres par an. Elle se déplace sous l'effet de la chaleur. Le noyau échauffe le manteau, créant des courants de convection comme dans une cocotte minute remplie d'eau. Ces courants éloignent la roche du noyau en direction de l'écorce. Ensuite, ils la poussent latéralement jusqu'à ce qu'elle frotte le dessous de la croûte terrestre. Et au fur et à mesure de ce déplacement, le manteau entraîne les plaques lithosphériques. Depuis notre départ, nous nous demandions comment elle bougeait. Ce qui provoquait les tremblements de terre, créait les volcans et faisait se déplacer des continents. Eh bien, voici la réponse. Des courants de convection gigantesques. Plus elle s'éloigne du noyau, moins la roche est chaude. Et moins elle est chaude, plus elle se densifie, ce qui la fait descendre. En se rapprochant du noyau, elle se réchauffe, remonte vers la surface, et le cycle recommence. Les courants de convection sont essentiels à la vie de notre planète. Ce sont eux qui assurent le maintien de son activité géologique. Ils sont le moteur de la Terre. Et son carburant vient de zones encore plus profondes.
À moins 240 km, une surprise nous attend. Des cristaux limpides et résistants. Tous les diamants qui scintillent sur nos bijoux sont apparus à cette profondeur. La roche est riche en carbone, l'élément constitutif du charbon et du graphite des crayons. Mais à 1600 degrés, et par une pression de 50 tonnes au centimètre carré, 50 000 fois plus qu'en surface, les atomes de carbone s'agglomèrent bien plus étroitement que dans le charbon ou le graphite. La création de ces gemmes, les plus dures et les plus précieuses qui soient, prend jusqu'à 3 milliards d'années. Les diamants naturels se forment uniquement à cette profondeur, à cette température et à cette pression. Moins 320 km. Moins 500 km. Des kilomètres et des kilomètres de roches verdâtres et brûlantes. Mais il suffit de la rendre transparente pour remarquer quelque chose. Un bloc rocheux qui doit mesurer plusieurs centaines de kilomètres de large. L'infrarouge révèle qu'il est bien moins chaud que tout ce qui l'entoure. Et s'il est moins chaud, c'est parce qu'il est saturé d'eau de mer. De l'eau de mer à l'intérieur du manteau. Une surprise à laquelle nous ne nous attendions vraiment pas. Plus nous nous aventurons dans ce drôle d'univers, plus il s'avère étrange. Moins 500 km. Comment un bloc rocheux peut-il être imbibé d'eau de mer? Il n'y a qu'une explication possible. Il s'agit d'une plaque qui constituait la croûte terrestre. En passant sous une de ses voisines, elle a emporté cette eau vers le noyau. C'est un très vieux fragment d'écorce. Et il y en a d'autres, qui sont autant d'intrus datant d'une ère géologique révolue. Dans plusieurs millions d'années, l'écorce sur laquelle nous vivons finira peut-être ici. En surface, notre monde nous paraît solide, immuable, mais il n'en est rien. Moins 660 km. Les blocs s'entassent. Une avalanche aux proportions incommensurables déferle à l'intérieur de la Terre. Au bout de plusieurs dizaines de millions d'années, des milliards de tonnes de roches s'enfoncent dans ces abysses.
Les éléments les plus froids coulent et la roche chauffée par le noyau s'élève. Accélérons le temps. La roche se met à monter, comme de la cire chaude dans une lampe à lave. Elle se fraye un chemin à travers la roche solide, se ramollissant et se liquéfiant au fur et à mesure de son ascension. C'est un immense panache de matière brûlante d'au moins 1000 km de diamètre et de 600 km de haut. Il est assez massif et chaud pour transpercer l'écorce et faire apparaître un volcan au beau milieu d'une plaque. C'est ainsi qu'est né Hawaï. L'archipel volcanique trône au sommet d'un panache de roches en ébullition dont la base se trouve à des centaines de kilomètres dans le manteau. Mais pas question pour nous de remonter vers la croûte terrestre. Il nous faut replonger à travers une masse dont la température approche les 1500 degrés. Moins 200 km. Moins 600 km. Moins 1000 km. Moins 1500 km. Nous avons parcouru plus de la moitié du chemin qui nous sépare du noyau. Nous avons traversé l'écorce terrestre pour atteindre les entrailles du manteau. La roche se fait plus molle, plus pâteuse. La chaleur augmente. Moins 2000 km. Moins 2300 km. Nous approchons du cœur de notre planète. Moins 3000 km. Et la voici. La force qui façonne les continents, qui confère leur puissance aux volcans et aux séismes. Le pivot autour duquel la Terre tourne. Le centre du labyrinthe. L'heure est venue de pénétrer dans le noyau. Nous sommes enfin arrivés à destination. Nous ne sommes qu'à hauteur du noyau externe. Mais il s'avère déjà qu'il est plus complexe, plus spectaculaire et plus dangereux que tout ce que nous avions imaginé. Des tornades cyclopéennes de métal liquide. Elles se comptent par dizaines, et chacune mesure plusieurs milliers de kilomètres de haut et des dizaines de kilomètres de diamètre. Les courants montent en spirale vers le noyau externe avant de retomber vers son centre à la vitesse d'environ 10 km par an. C'est lent selon nos critères, mais supersonique à l'échelle géologique. Accélérons le temps 50 000 fois et les choses deviennent effrayantes.
La température qui flirte avec les 4000 degrés provoque la formation de ces colonnes de métal. La rotation de la planète les tortille pour en faire des tornades. Ensemble, ces colonnes spiralées transforment le noyau en électroaimant géant. Le champ qu'il génère est tellement puissant que ses effets se font sentir bien au-delà du noyau, à travers le manteau, l'écorce et jusque dans l'espace. Et ce bouclier magnétique protège notre planète. Il la préserve des dangers mortels du vent solaire. Sans ces tornades électromagnétiques, la surface de la Terre ne serait qu'un désert dépourvu de vie. Jamais tempête n'a été aussi salvatrice. Cette combinaison de mouvement et de chaleur assure la sauvegarde de notre planète. Toutes les merveilles et les catastrophes dont l'humanité a été le témoin trouvent leur origine dans la chaleur du noyau. Nous pouvons voir et sentir cette fournaise, mais nous ignorons toujours pourquoi la température y est aussi élevée. Pour le découvrir, il nous faut remonter dans le temps, bien avant la naissance de la Terre. Il y a 4,5 milliards d'années. Des rocs sont en orbite autour du Soleil naissant. Leur collision dégage de l'énergie sous forme de chaleur. Pour l'essentiel, cette chaleur se diffuse dans l'espace. Mais une partie infime demeure à l'intérieur d'une boule en formation. La boule devient une planète. Sous l'augmentation de la gravitation, les éléments les plus denses convergent vers son centre. En cheminant, il provoque un frottement qui s'accompagne d'un échauffement. Les éléments radioactifs instables, comme l'uranium, le potassium et le thorium, dégagent eux aussi de la chaleur en se désintégrant. « 4,5 milliards d'années plus tard, enveloppé sous plusieurs couches de roches, bien isolé sous la croûte terrestre, le noyau est toujours chaud. Et cette chaleur est une véritable bénédiction. Tout ce qui fait la beauté et la diversité de notre monde doit son existence à cette source d'énergie primitive. Mais notre voyage n'est pas terminé. Car il y a une graine à l'intérieur du noyau. Moins 5000 km. Nous voici dans le noyau en fusion.
une forêt de cristaux de fer solidifiés de plusieurs centaines de mètres de haut. Moins 15 mètres. La température, qui est de plusieurs milliers de degrés, n'a pas grand-chose à envier à celle du Soleil. Or, le fer fond à 1500 degrés. Tout devrait donc être à l'état liquide. Mais il s'agit du champ de bataille où s'affrontent les forces les plus fondamentales du noyau, la chaleur et la pression. Cette dernière étant près de 3,5 millions de fois plus importante qu'en surface, les molécules de fer n'ont pas la place de se dilater et de se liquéfier. Dans les zones où la pression est la plus forte, le fer cristallise et émet de la chaleur. Tel un cœur qui bat, le noyau expulse cette dernière à travers la planète. C'est cette chaleur qui est à l'origine des mouvements de convection et des tornades de métal en fusion. À chaque seconde, 1 millier de tonnes de fer se solidifient dans la graine. Plus la cristallisation du fer va s'étendre, plus les courants électromagnétiques vont s'affaiblir, jusqu'à ce que le champ magnétique disparaisse. Cela pourrait arriver dans plusieurs milliards ou plusieurs millions d'années, ou avant. En vérité, nul ne sait quand cela se produira. Mais à ce moment-là, notre planète devra affronter la pleine puissance des rayons mortels du Soleil. Le noyau deviendra une gigantesque boule de fer solidifiée et le cœur cessera de battre. Privé de chaleur, le manteau se refroidira progressivement. Les immenses courants responsables des éruptions volcaniques, des séismes et de l'apparition des montagnes se figeront. Les plaques qui glissent aujourd'hui à la surface de la planète feront de même. La faille de San Andreas, jadis si turbulente, si imprévisible, s'apaisera. La croûte terrestre cessera de bouger. La Terre sera morte du point de vue géologique. Tel sera notre monde une fois son noyau devenu inerte. L'érosion prendra le dessus et rabotera les montagnes les plus hautes. Une fois le champ géomagnétique disparu, le rayonnement du Soleil arrachera l'atmosphère. Les océans s'évaporeront. La Terre, autrefois féconde, deviendra une planète morte. Elle ressemblera à Mars. Même si sous une couche isolante de 2800 km, le noyau restera chaud pendant des milliards d'années. Mais rien ne dit que cela se produira, car le Soleil pourrait mourir avant. Il est temps pour nous d'entrer dans le Saint des Saints,
de traverser le fer solidifié pour pénétrer dans la graine. La pression est telle qu'elle expulserait le moindre élément composant notre corps pour ne laisser finalement que du carbone comprimé sous la forme de diamants. Au bout d'un voyage de 6400 km, nous débouchons au centre de la Terre. Notre odyssée a été placée sous le double signe de la chaleur et de la pression, et voici le lieu où elles atteignent leur paroxysme. C'est l'endroit le plus chaud de la planète, et il l'est presque autant que la surface du Soleil. La pression y est près de 3,5 millions de fois plus forte qu'à l'endroit où nous vivons. Nous ignorons la composition exacte de la graine, son taux de croissance, le moment de sa formation ou le rôle qu'elle joue. C'est au bord de ce trou noir scientifique, logé au centre de notre planète, que les hypothèses commencent. Pourtant, notre monde n'existerait pas sans les bienfaits qui proviennent de cet endroit encore si mystérieux. Le magnétisme qui nous protège des rayons mortels du Soleil et permet à la vie de s'épanouir. Les courants du manteau qui font bouger les plaques autour de la Terre. Les gemmes dont la beauté nous fascine et dont les propriétés alimentent nos avancées technologiques. L'or. Le pétrole, le charbon, toutes les matières premières qui ont façonné nos civilisations, mais aussi les volcans, les continents, la transformation perpétuelle de la planète et enfin la vie elle-même. Tout ce qui rend la Terre si extraordinaire et si propice à la vie, tout ce qui nous entoure, doit son existence à quelque chose qui échappe à notre regard. Un noyau invisible, mais plus tout à fait inconnu.